Suite de la sociologie marxiste par Henri Lefebvre. Examinons maintenant en lui-même ce fait dont l'importance a déjà été démontrée, la division du travail. Elle entraîne une conséquence immédiate, ou plus exactement se lie à un phénomène social d'une grande importance. La division du travail, lorsqu'elle s'institue au cours du développement historique, implique la propriété privée. Marx montre que ce sont deux termes corrélatifs. En effet, les instruments, les moyens de production, en se différenciant, tombent au pouvoir de groupes et d'individus eux-mêmes différenciés. Le territoire et la terre, en tant que moyens de production, suivent le même sort. De plus, la division du travail signifie à ce stade inégalité de travaux. Les fonctions de commandement, par exemple, se distinguent des travaux matériels. Cette différenciation des travaux supérieurs et inférieurs n'aurait aucun inconvénient grave s'il s'agissait d'un développement individuel, si les fonctions supérieures appartenaient aux individus les mieux doués pour ces travaux, ce qui arrive encore souvent dans les sociétés dites primitives. Mais la différenciation des travaux accompagnant la formation de la propriété privée, on voit au cours du développement historique ces deux phénomènes sociaux réagir l'un sur l'autre. Les fonctions supérieures permettent l'accaparement des moyens de production. Elles deviennent héréditaires et se transmettent comme la propriété elle-même et avec la propriété. Les travaux inférieurs, matériels, se trouvent exclus de la propriété en même temps que des fonctions supérieures. Quant aux fonctions supérieures, elles n'appartiennent plus aux individus d'après leurs dons naturels ou cultivés, mais aux groupes et aux individus qui en font partie, d'après leur place dans l'organisation de la propriété. C'est-à-dire que les individus accèdent aux fonctions intellectuelles, politiques, administratives, en raison de la richesse privée et non plus en raison de leur valeur sociale. Alors apparaissent les classes. La structure sociale, envisagée non plus dans son rapport avec la nature, force productive, mais comme organisation de la propriété, des fonctions sociales et des classes sociales, Marx la nomme mode de production. D'après ce que l'on vient de voir, les forces productives et le mode de production ne peuvent se séparer. Historiquement, les forces productives déterminent le mode de production. Ainsi, l'outillage, la technique et la division du travail sont indissolublement liés. Et cependant, ces aspects ou éléments du processus total ne se confondent pas. Leur détermination réciproque n'a rien de mécanique. Ils ont une indépendance relative et sans cesse agissent et réagissent les uns sur les autres. De même que la division sociale du travail évolue dans une certaine mesure indépendamment de l'outillage technique, de même le mode de production change ou ne change pas dans une certaine mesure, et jusqu'à un certain point indépendamment des forces productives. Marx, sur la base du développement progressif des forces productives et en analysant la structure de la division du travail, de la propriété, des fonctions sociales et des classes, a montré la succession historique d'un certain nombre de modes de production déterminés. 1. Laissons de côté le communisme primitif. On voit apparaître bientôt au cours de la préhistoire et de l'histoire le mode patriarcal de production, caractérisé déjà par une forme déterminée de propriété, par une différenciation des fonctions et de classes, domination des hommes, autorité du patriarche, etc. 2. Ensuite vient l'économie fondée sur l'esclavage et conditionnée par un progrès technique permettant l'utilisation rentable des esclaves. Elle s'oriente donc vers la formation d'une classe de maîtres, vers la transmission héréditaire dans une société déjà complexe, de fonctions de commandement militaire et politique, de fonctions intellectuelles, etc. en même temps que de la propriété. 3. L'économie féodale comporte l'exploitation par une classe militaire et guerrière d'une masse de producteurs isolés et attachés au sol, le servage. 4. L'économie capitaliste mérite une étude particulière, objet principal de l'économie politique. Ce n'est là qu'un schéma extrêmement général. Des modes de production mixtes ou aberrants ont existé à tout moment de l'histoire. Cet ordre de succession, représentant un progrès économique à travers des convulsions effroyables, ne s'est déroulé que théoriquement, et dans les meilleures conditions historiques, à savoir dans l'Europe occidentale. Les modes de production ont toujours coexisté et coexistent encore, agissant et réagissant les uns sur les autres, sans limite tranchée bien qu'ils soient distincts. Enfin, tel mode de production, comme le féodalisme, a présenté des nuances et variantes innombrables. Le féodalisme asiatique diffère du féodalisme européen, par exemple. Chaque mode de production a connu une croissance, une apogée, un déclin, une crise terminale.
Dans l'analyse des forces productives, une contradiction, une lutte, un conflit passe au premier plan, la lutte de l'homme contre la nature. Dans l'analyse des modes de production, de multiples conflits et contradictions apparaissent, d'abord et avant tout les conflits de classe sociale. Ici, c'est la lutte de l'homme contre l'homme et l'exploitation de l'homme par l'homme qui attire l'attention et se révèle comme le phénomène essentiel. L'histoire de chaque mode de production s'est donc déroulée dramatiquement, à travers des conflits multiples. À chaque époque, les individus agissaient, inventaient, vivaient leur vie individuelle, réalisaient certaines possibilités, restaient en deçà ou dépassaient le niveau moyen de leur temps et de leur classe. Mais toujours dans le cadre du mode de production, dans les conditions à eux offertes par la structure sociale. De l'interaction des initiatives individuelles qui, en général, et sauf le cas des grands individus, se neutralisent en un ensemble global et statistique, résulte l'histoire. Marx nomme formation économique sociale le processus concret qui se déroule sur la base d'un certain développement des forces productives. L'étude de chaque formation économique sociale révèle l'action efficace politique, administrative, juridique, idéologique des grands individus, mais dans les conditions et limites du temps, du lieu, c'est-à-dire du mode de production et de la classe. Il nous reste encore à signaler quelques points importants, mais en évidence par la sociologie scientifique. Le processus historique a un caractère naturel et objectif, bien que la conscience humaine, c'est-à-dire l'individualité consciente, s'y forme et s'y manifeste. À chaque moment de l'histoire, les forces sociales et les réalités échappent au contrôle et à la volonté des hommes. À chaque moment, les conséquences de leurs actes débordent les hommes, surtout les plus grands. Ce caractère objectif conditionne le fétichisme, mais ne se confond pas avec lui. Le fétichisme proprement dit n'apparaît que lorsque ce sont des abstractions qui échappent au contrôle, à la pensée et à la volonté des hommes. Ainsi, la valeur marchande et l'argent ne sont en soi que des abstractions quantitatives, expressions abstraites de rapports sociaux, humains. Mais ces abstractions se matérialisent, interviennent comme des entités dans la vie sociale et dans l'histoire, et finissent par dominer au lieu d'être dominés. Le processus naturel et objectif prend alors un sens nouveau. L'histoire de l'argent, du capital, n'est en un sens que l'histoire d'une abstraction. Et cependant, c'est aussi un processus historique, objectif, objet d'une science. En examinant philosophiquement le matérialisme dialectique, nous avons montré un triple aspect du processus total. Un aspect naturel, vital et spontané, un aspect réfléchi et un aspect illusoire. Ce triple aspect se retrouve dans l'analyse sociologique. Le rapport pratique de l'homme avec la nature et la puissance de l'homme qui croît avec le développement de l'espèce humaine en sont l'aspect vital et naturel. Le développement de la technique, la formation de la connaissance scientifique, de la raison et de la culture en sont l'aspect réfléchi. Enfin, la division du travail donne lieu aux illusions idéologiques. C'est en effet à partir du moment où, dans la division du travail, apparaît le travail intellectuel en voie de spécialisation, que la conscience s'affranchit du réel, s'imagine qu'elle est autre chose que la conscience du monde humain, et s'élance vers les nuées idéologiques. Cette illusion accompagne les autres phénomènes sociaux. Elle s'en distingue mais ne peut s'en séparer. Elle agit et réagit sur eux. Les fétiches idéologiques, les abstractions réalisées, prennent aussi une sorte de vie indépendante et objective, notamment dans les religions, dans les morales, dans les métaphysiques. Les fétiches interviennent dans l'histoire, dans la vie de la formation économique sociale. Ils en deviennent, à travers l'action des individus et des classes, des facteurs actifs et essentiels en apparence, subordonnés en fait. Ainsi se détermine sociologiquement en tant que processus humain échappant aux hommes, ce que nous avons nommé philosophiquement l'aliénation. L'ensemble des institutions et des idées résultant des événements et des initiatives individuelles, dans le cadre d'une structure sociale déterminée, Marx le nomme superstructure dans cette société. La superstructure comporte donc notamment les institutions juridiques et politiques, les idéologies et fétiches idéologiques, etc. La superstructure est l'expression du mode de production, c'est-à-dire des rapports de propriété. Les idéologies expriment ces rapports, même et surtout lorsque les apparences idéologiques sont destinées à masquer les rapports. Donc ici encore, 3 éléments: force productive, mode de production, superstructure. Ces aspects ou éléments de toute formation économique sociale sont distincts bien que liés, c'est-à-dire en interaction et conflit incessant.
Par exemple, le droit moderne élabore les rapports de propriété capitalistes et tente de les déduire à partir de principes abstraits, moraux, illusoirement supérieurs et universels, confondant épargne et capital, propriété privée et propriété de moyens de production, liberté du travail et liberté d'exploiter le travail, exploitation de l'homme et exploitation de la nature. Il codifie les relations dans ce mode de production déterminé, il a ainsi une certaine vie propre et réagit sans cesse sur la structure dont il fait partie intégrante. D'où vient le devenir qui pousse à travers les contradictions, les conflits, les interactions de facteurs complexes, chaque mode de production vers sa croissance, son apogée, son déclin. Les éléments du processus total ne sont pas égaux. Il ne s'agit pas seulement d'un triple aspect, dont chacun serait bien que différent sur le même plan que les autres. De ces trois aspects ou éléments, l'un est plus essentiel, et c'est lui la raison du devenir. C'est le rapport de l'homme avec la nature, le degré de sa puissance sur elle, c'est-à-dire le développement des forces productives. Le mode de production n'est que le mode d'organisation, à un moment donné des forces productives. La superstructure élabore, codifie ou transpose les rapports humains dans un mode de production donné. Elle réagit soit pour les faire avancer, par exemple le moyen de l'état politique, soit au contraire pour le conserver, la politique dite réactionnaire, sur les rapports de production. Mais par elle-même, elle ne crée rien. Elle présente un enchevêtrement contradictoire de connaissances du réel et d'illusions sur ce réel, non pas une réalité autonome. Les forces productives, à chaque moment de leur croissance, fournissent la base sur laquelle s'établissent les rapports de production et s'élaborent la superstructure. Lorsque les forces productives, par suite de progrès techniques notamment, font un bond en avant, le mode de production correspondant est dépassé. Disparaît-il naturellement? Oui, et cependant non. Oui, en un sens. Il entre alors nécessairement par un processus objectif, naturel, échappant aux consciences et aux volontés, dans le déclin et la crise finale. Et cependant non, car la superstructure et l'idéologie montrent alors leur indépendance relative, dans la mesure où les individus agissant et pensant qui appartiennent aux classes dominantes prennent conscience du processus. Ils luttent contre lui, ils retardent, ils arrêtent le mouvement, ils maintiennent un mode de production périmé avec ces superstructures. Par quels moyens? Par l'idéologie, qui montre alors son rôle, dissimuler sous les apparences, masquer l'essentiel du processus historique, dissimuler les contradictions, voiler les solutions, c'est-à-dire le dépassement du mode de production existant, sous de fausses solutions. Ainsi a fonctionné par exemple l'idéologie féodale, ainsi fonctionne l'idéologie capitaliste. Sous cet angle, le communisme se définit par le développement sans limite interne des forces productives, le dépassement des classes sociales, l'organisation rationnelle, consciente, contrôlée par la volonté et la pensée, des rapports de production correspondant au niveau atteint par les forces productives. Dominant l'ensemble du processus, la connaissance rationnelle résout enfin les contradictions sociales.